Monsieur Paulin Vissor, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président du réseau national pour la promotion du partenariat public-privé au Bénin. Qu'est-ce que c'est? Alors merci. Comme son nom l'indique, le RENAP, c'est le réseau national pour la promotion du partenariat public-privé. Un réseau qui a vu le jour il y a environ 4 ans. Nous travaillons non seulement au Bénin, mais également dans la sous-région ouest africaine pour faire un peu la promotion de ce nouvel instrument de financement du développement qu'est le partenariat public-privé. Parce que justement, nous avons la conviction que le secteur privé peut être un levier pour le développement durable. C'est vrai que pendant longtemps, on a toujours cru que le secteur privé, on n'a jamais imaginé que le secteur privé pourrait être associé à la résolution des problèmes de développement auxquels les États, notamment africains, sont confrontés. Donc c'est fort de cela qu'une équipe de juristes d'entreprise, pour l'essentiel, nous avons décidé de mettre en place ce creuset pour, disons, faire un peu de lobbying et le plaidoyer pour que le secteur privé soit valorisé, soit célébré en Afrique. Alors justement, quelle analyse faites-vous des rapports que nos gouvernants africains en général entretiennent avec le secteur privé? Alors, lorsqu'on aborde cette question, c'est souvent avec beaucoup de choc que nous, au niveau du RENAP, nous observons les choses parce que je l'ai dit à l'entame de mes propos, le secteur privé, c'est quand même les acteurs de ce secteur-là sont à la base de la création de la richesse. Lorsque vous observez la plupart des pays africains, ce sont des pays dont le budget est assis essentiellement sur la fiscalité. Donc, ce sont des impôts qu'on va chercher auprès des contribuables et ces contribuables, les plus importants, ce sont les créateurs de richesse, les chefs d'entreprise. Donc, ce sont ces gens qui apportent, disons, l'argent aux États africains, notamment, pour que ces derniers puissent fonctionner. Alors, logiquement, on devrait s'attendre, disons, à une relation paisible, où celui qui vous donne l'argent, on devrait le traiter d'une manière très respectée et très respectueuse, disons, des principes élémentaires qui recommandent que celui qui vous aide, on puisse quand même le respecter. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. C'est vrai que la situation n'est pas la même chose dans tous les pays africains. Dans les pays anglo-saxons, notamment, les esprits de nos gouvernants ne sont pas aussi retors que ce qu'on observe dans les pays francophones, où, je ne sais pas si c'est peut-être un peu culturel, les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques, et ils ont beaucoup plus le sens du business, donc ils savent ce que vaut un opérateur économique, donc ils ne se permettent pas, disons, d'entretenir des relations conflictuelles avec ceux-là qui lui apportent les ressources. Mais dans les pays francophones, c'est vraiment un paradoxe. Ces hommes et femmes opérateurs économiques qui apportent, comme je le disais à l'instant, disons, les ressources à l'État, sont malheureusement martyrisés. Lorsqu'ils parlent, c'est grave. Lorsqu'ils ne parlent pas, c'est encore plus grave. Parce que ça s'explique de la manière suivante. Il s'est malheureusement révélé que dans les pays, dans la plupart de ces pays, la politique nécessite beaucoup d'argent. Donc, lorsque vous êtes opérateur économique et que vous avez de l'argent, tous les hommes politiques qui généralement n'ont pas les ressources financières parce que n'étant pas dans le business, ils aiment souvent avoir comme support des opérateurs économiques. Donc, lorsqu'ils vous démarchent et que vous ne répondez pas, vous résistez, ils vont tout faire pour, disons, obtenir leur solution autrement. Et lorsqu'ils l'ont,
l'opérateur économique qui a résisté est souvent la première cible. Parce qu'on se dit, puisqu'il a les moyens et qu'il n'est pas avec moi, le risque est élevé que si quelqu'un a un adversaire politique le démarchait et réussissait à l'avoir, je ne suis pas en sécurité. Parce qu'ils sont convaincus qu'ils n'ont pas des idées à vendre. Ils s'imposent par l'argent. Ça, il faut terre à terre. Les populations aujourd'hui, quand vous observez, disons, les élections, les campagnes électorales, on en a observé dans certains pays francophones, ce n'est pas des débats d'idées, c'est de l'argent qu'on distribue à la limite aux populations. Donc, ils ont besoin de l'argent et pour les obtenir, ils sont obligés d'aller vers les hommes d'affaires. Donc, ces hommes d'affaires qui acceptent, parfois, ils font le jeu, mais dès que ces politiciens changent de bord, en fin de compte, eh bien, ils se retrouvent dans la gueule de l'équipe, qui est la nouvelle équipe. Donc, c'est un cercle vicieux où, si vous acceptez, c'est grave. Si vous n'acceptez pas non plus, vous n'êtes pas en sécurité. Mais finalement, que faire Ce qu'il faut faire, je pense que c'est plus simple de rester dans son secteur, de rester professionnel et de faire, disons, les choses suivant les normes. Nous allons certainement y revenir tout à l'heure, à savoir que il faut avoir une comptabilité respectueuse des normes du pays dans lequel vous exercez. Parce que si vous n'avez pas des ouvertures, si vous faites... C'est vrai qu'en affaires, il arrive souvent qu'on essaie de passer à côté, disons, des règles pour quand même... ça arrive souvent. Mais il faut quand même être dans les normes pour ne pas se faire taper dessus. Parce que lorsque vous résistez, ils ont plusieurs moyens pour vous obtenir ce qui est la pression fiscale, par exemple. La pression fiscale, on en a vu dans certains pays où carrément l'administration fiscale a été dressée contre les opérateurs économiques. D'autres ont carrément fermé ou se sont déplacés. D'accord, pour aller s'installer dans d'autres pays. Ce n'est pas des actes intéressants à voir lorsqu'on sait que, disons, ces hommes d'affaires, quand même, permettent à l'État de faire face à un certain nombre de problèmes. J'ai parlé de ce que le budget dans les pays africains, c'est essentiellement fiscal. Il y a aussi que ces hommes d'affaires, disons, emploient des jeunes qui, sortis de l'université, sont obligés d'aller travailler, d'accord, parce que tout le monde ne peut pas être recruté par l'État. Donc, ces gens qui viennent en appoint à l'État, on devrait pouvoir les traiter d'une manière beaucoup plus élégante que ce que nous observons actuellement. Quand vous parlez de manière élégante, qu'est-ce que vous y mettez exactement? Alors, que par exemple, on ne dresse pas l'administration fiscale contre un opérateur économique. Je l'ai dit tout à l'heure, il peut arriver que une entreprise, à un moment donné, dans son cycle de développement, quelques soucis, mais il faut pouvoir discuter avec l'opérateur économique et faire de lui un véritable partenaire. Vous savez, lorsque vous avez un partenaire, on fait tout pour le maintenir debout. Même parfois, l'application de la règle de droit, disons, d'une manière stricte, ça peut conduire à la disparition du partenaire. On prend parfois en compte l'équité pour lui permettre de souffler. Parce qu'une entreprise qui est en difficulté aujourd'hui peut se révéler en excellente forme quelques mois plus tard. Donc ce n'est pas la peine de les terroriser, de sorte que quand ils entendent le film, ils ont peur même de collaborer avec disons, l'administration fiscale dans la plupart de ces pays-là. L'administration fiscale doit pouvoir être un partenaire, hein, des gens avec qui il faut échanger et non se comporter vis-à-vis de ces hommes d'affaires comme la police le ferait avec des brigands. Donc ce n'est pas du tout sain compte tenu du rôle éminemment social, disons, que ces gens jouent dans le pays. J'ai eu la chance d'avoir travaillé, conseillé des chefs d'entreprise pendant environ une quinzaine d'années déjà. Mais j'ai observé comment ces gens se comportent à la fin du mois lorsque ils n'ont pas réglé le salaire des employés, ils ne sont pas à l'aise, voyez-vous. Donc c'est-à-dire que
c'est des gens formidables tout simplement. Donc si nos hommes politiques pouvaient comprendre ce qu'ils vivent, le stress auquel ils sont livrés, en principe, ils ne devraient plus les traiter comme ça se fait où on les expose. Hein. On a observé dans certains pays africains où un homme d'affaires qui avait des soucis avec l'administration, là, c'est sûr, c'est pas un média interposé que ces affaires ont été traitées. Ce n'est pas des choses qu'il faut recommander parce que en affaires, il y a un aspect très important, c'est la crédibilité. Vous voyez, quelqu'un que vous exposez sur les médias, c'est comme si c'était un délinquant. Donc ça peut impacter négativement ces affaires. On aurait pu le traiter, l'inviter, discuter avec lui de façon, disons, beaucoup plus discrète. Il fait une proposition et il essaie de régler ce qu'il doit, par exemple, à l'administration fiscale, plutôt que de l'exposer comme c'est généralement le cas. Donc, je pense que nous n'avons pas... le travail que nous faisons au niveau de RENAP, c'est beaucoup plus pour attirer l'attention des hommes politiques sur ce que les opérateurs économiques doivent être, disons, des partenaires. De véritables partenaires au sens vraiment complet du terme. Cela fait 4 ans déjà hein, que vous travaillez dans ce secteur-là. L'avenir, comment est-ce que vous l'entrevoyez? Il est radieux parce que le partenariat public-privé aujourd'hui, c'est l'avenir. C'est vrai, il y a quelques années, quand Tony Blair a commencé par en parler, en Grande-Bretagne, on ne le croyait pas. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire le nombre de projets qui ont été réalisés à travers le partenariat public-privé. Parce que c'est évident, et dans les pays en voie de développement comme le Bénin, c'est encore plus évident, parce que l'État ne peut pas tout faire. Mais justement, on a l'impression que nos gouvernants ont plus confiance aux opérateurs économiques qui viennent de l'étranger que... Alors, il y a un piège dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il est difficile que des investisseurs étrangers puissent faire confiance à un pays lorsque les opérateurs économiques locaux eux-mêmes ne sont pas bien traités. C'est évident, je prends pour caricaturer. C'est comme si vous avez des enfants que vous bastonnez tous les jours. Les voisins, disons, vous voient et vous demandez à garder. Vous demandez aux voisins de vous confier votre enfant, enfin son enfant. Et vous dira, mais si vous traitez de cette manière votre propre enfant, qu'adviendra-t-il du mien? Il y a des chances que les exactement. Donc soient maltraités. Et l'autre chose, c'est que la plupart des hommes d'affaires, ils se rencontrent. Ils sont dans des réseaux professionnels. Donc, ils savent exactement ce qui se passe dans le pays avec précision. Donc, lorsque vous martyrisez, disons, les opérateurs économiques locaux, il y a de fortes chances que les étrangers, ils vont peut-être, disons, par courtoisie, ils peuvent vous rendre parfois visite, discuter avec vous, faire des promesses, mais dans la réalité, ils ne viendront pas, rien ne va se concrétiser. Donc je pense que c'est d'abord de comprendre que ceux-là qui apportent la richesse, eh bien, ce sont les acteurs du secteur privé. Alors, M. Wissa, pour conclure cet entretien, très rapidement. Je vous remercie d'avoir permis que le RENAP aborde cette thématique sur votre chaîne. Je vous suis depuis quelques mois et c'est avec, disons, intérêt parce qu'il faut toucher une cible qui nous concerne. L'avenir de l'Afrique, c'est dans le business, c'est dans le secteur privé, ce n'est pas dans la politique, ou comme nous observons dans la plupart des pays, notamment francophones. Si les pays anglo-saxons sont en avance aujourd'hui sur le continent, c'est parce qu'ils ont le sens des affaires. Et il faudrait que ce sens des affaires soit développé. Et je suis heureux que, disons, cette chaîne votre chaîne a eu à faire la part belle à tout ce qui est économie. Voilà, donc c'est un point à saluer. Donc je voudrais inviter nos politiciens africains, nos gouvernants africains à faire confiance aux hommes d'affaires parce que l'avenir de l'Afrique, le développement durable de l'Afrique, ça passe